Rinacast. Mais la négo, c'est un point, mais ça fait pas tout. Ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir le bon produit. Je pense que le réseau, c'est très, très, très important. Et en fait, le réseau, il faut se le faire partout. Ne rien lâcher, parce que ça met du temps. Et une réputation, en fait, après, en tant qu'indépendant, elle met du temps un peu à se créer. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Rinacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Lorsqu'on est solopreneur, nous connaissons tous cela, ce sentiment d'être à la fois dedans et dehors. Intégré à une équipe, mais sans le badge qui ouvre toutes les portes. Participer au succès d'une entreprise, mais ne pas avoir accès aux mêmes avantages que son voisin de bureau. Pour certains, c'est une frustration. Pour mon invité du jour, Louise Bruno, ça a été l'étincelle. Bonjour Louise et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour, enchantée. Eh ben, de même, je suis super content. Alors, on me le dit déjà, mais on me dit, mais Nicolas, tu es toujours super content d'avoir tes invités. Mais oui, je suis super content parce qu'à chaque fois, je rencontre de nouvelles personnalités qui ont tous un parcours de vie exceptionnel avec des défauts, des qualités, mais en tout cas, toujours un seul point commun, le mouvement, la mise en avant, le fait d'oser, d'aller plus loin et à chaque petite problématique, à chaque défaut, ils se reconstruisent et toi, tu fais partie de ces personnes-là et je t'ai découvert totalement par hasard comme bien souvent parce qu'on ne se connaissait pas avant et j'ai été, comment dire? Interpellé par ton parcours et surtout parce que tu as, heu, réussi à faire en si peu de temps parce que oui, je pense que c'est très peu de temps pour faire ce que tu as fait déjà là et donc bah, en fait, j'étais curieux et je me suis dit: «Bah, la seule solution pour avoir des réponses finalement, c'est de lui poser les questions» et plutôt que d'aller chercher sur Google, sur, les différents outils d'intelligence artificielle, bah, je t'ai contacté et joie et bonheur, tu as répondu d'une vitesse assez exceptionnelle et aujourd'hui, je suis effectivement très content de t'avoir au micro de Renacast. Alors Louise, tout le monde te connaît pas encore, ça ne va pas tarder, mais en attendant, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs? Après être passée ici, clairement, les gens me connaîtront tous. Hem, bon, moi, je m'appelle Louise Bruno, j'ai 30 ans. Je suis la fondatrice du Club des solos, mais avant tout, je suis, freelance depuis 4 ans. Je dis avant tout parce que c'est ça qui me permet de vivre aujourd'hui et c'est ça qui fait que, j'ai lancé le Club des solos, aujourd'hui. Que dire de plus? Je suis, maman chien. J'ai un chien qui prend pas mal de mon temps et puis, voilà, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime, développer des projets, j'aime, tout simplement, toujours découvrir des nouvelles choses et je le fais à travers l'entrepreneuriat et je pense que ça me définit assez bien. Ouais, effectivement, c'est en tout cas, c'est ce que ton parcours laisse présager en tout cas. Pas besoin de chercher très, très loin pour savoir que tu as déjà bien entrepris et que tu travailles pas mal, sur, des sujets hyper intéressants. Alors moi, je suis allé chercher un petit peu le avant parce que on ne naît pas entrepreneur, on le devient. On peut avoir des bases, fertiles, solides, familiales évidemment, mais malgré tout, si on n'a pas la fibre entrepreneuriale, si on n'a pas l'envie et je vais citer, Marc Simoncini qui dit qu'on peut pas tous être entrepreneurs, mais on peut tous essayer de l'être et en l'occurrence, toi, tu as essayé et tu l'es, pourquoi? Parce que, ben, tu as relevé des défis. Alors avant d'être entrepreneuse, ça se dit? Oui, je pense. Si ça se dit pas, ça va se dire maintenant. Avant d'être entrepreneuse, qu'est-ce que tu faisais de ta vie, Louise? Et ben, en fait, avant de me lancer, alors je fais partie de ces entrepreneurs, Covid, qui se sont, lancés au moment du Covid et je pense qu'on est une bonne vague à avoir, pris cette excuse, cette opportunité, ce temps qui a été un peu coupé, en fait, pour se lancer à ce moment-là. Mais avant ça, en fait, moi, j'étais acheteuse, chef de produit, j'avais un peu, une casquette assez large, dans les parcs de loisirs et je travaillais notamment enfin, et je travaille toujours, on y viendra, au parc du Futuroscope. Pour eux, donc j'ai été recrutée en tant qu'acheteuse, mais en fait, c'était
bien plus large que juste acheteuse puisque, je travaillais sur les boutiques du parc et c'était l'objectif, clairement de mon job, c'était de développer les produits pour augmenter le plus possible le chiffre d'affaires du parc et faire que dans les boutiques, on retrouve, les produits que les gens ont envie d'acheter, parce que ça c'est vraiment l'émotion du parc. Ils ont vécu ça et puis ils ont envie de ramener un petit bout de ce qu'ils ont vécu toute la journée chez eux. C'était mon métier, et ça l'est toujours en partie, mais clairement oui, c'est ce que je faisais là-bas. Mais c'est, alors le Futuroscope, moi, ça me fait rêver. Je suis, moins jeune que toi et je me souviens des premiers ouvertures du parc. Alors, si on regarde la date de l'ouverture du parc, on va me dire: «Ah mais en fait, tu es vieux». Ou et quand j'y suis allé, ça me faisait vraiment rêver, toutes ces technologies qui étaient mis au service du grand public, qui nous ouvraient des portes et je comprends pourquoi tu veux garder un souvenir en sortant de ce parc-là, comme plein d'autres évidemment, hein, c'est pas l'exclusivité à ce parc-là, hein. Tu vas aller chez Mickey, c'est pareil, hein, tu veux tes petites oreilles de Mickey et compagnie, et je comprends totalement pourquoi, on a besoin de personnes qui vont trouver les produits, mais ce que je trouve, génial, c'est, en tant qu'acheteuse, tu conçois les produits? Tu vas chercher, des sociétés capables de le faire? Enfin, comment ça se passe? Tu peux me allez, je suis une petite souris et je rentre dans tes bureaux quand tu es là-bas. Comment tu fais? Tu dessines le petit goodies? Non, parce que moi, je suis ni dessinatrice, ni designer produit et c'est vraiment un métier particulier. Donc, en gros, je travaille avec des fournisseurs qui sont, basés soit en Europe, soit dans le monde, qui eux ont des usines qui sont spécialisées dans la confection d'un produit en particulier. Et en fait, moi, du coup, mon métier, ce que je fais, d dans mon bureau quand tu es la petite souris qui vient regarder, c'est vraiment, d'abord presque plus du marketing au début, en fait. C'est d'aller réfléchir en fonction des visiteurs qui viennent dans le parc à se dire: «OK, bah, c'est plutôt des familles, c'est plutôt des groupes d'ados, c'est plutôt des groupes, de retraités» et donc en fonction de cette typologie de visiteurs, quels produits, en fait, seraient adaptés pour eux pour qu'ils passent à l'achat, en fait et ils passent à l'achat parce qu'ils ont envie de ramener un souvenir et en fait, un produit qui va être à destination d'un enfant, ça va pas du tout être le même produit qui est à destination, d'une personne qui est retraitée et à contrario, bah, peut-être que pour l'enfant, finalement, ça va être la personne retraitée qui va l'acheter pour offrir à ses petits enfants et donc en fait, il y a toute cette partie réflexion en amont qui est presque la plus importante, en fait. De construire la gamme et en fonction de la thématique qu'on a alors c'est simple, les thématiques, c'est en fonction, bah, des attractions qui sortent, en fonction, alors c'est pas le cas au Futuroscope, mais dans d'autres parcs, il y a des mascottes, donc ça peut être en fonction des mascottes ou ce genre de choses. D'aller définir une gamme qui va aller toucher la cible la plus large possible avec des produits qui touchent une cible, des produits qui en touchent une autre et cetera. Donc ça, c'est vraiment la première partie du métier. Ensuite, il y a toute la partie où on fait un cahier des charges et on définit, bah, ce qu'on veut, les matériaux, les normes, hein, parce que c'est, quand on fait du produit physique, les normes, c'est vraiment un sujet, extrêmement important et puis, voilà, donc, une partie cahier des charges. Ensuite, on interroge, des fournisseurs qui sont dans notre base de données, qu'on connaît, qu'on rencontre sur des salons, qu'on découvre sur les produits en question. Puis après, on suit la partie, plutôt vraiment process produit où on va aller, bah, je l'échantillon, la production, la réception et puis ensuite on continue jusqu'à l'analyse des ventes qui permettent, de savoir, si on s'est pas trompé, tout simplement. Si on s'est pas trompé et puis comment on ajuste si on s'est trompé et puis si on s'est pas trompé, tant mieux. Ouais et là, c'est un parc qui vise, je sais pas, je crois qu'il y a 2 millions de visiteurs par an ou un truc comme ça, ce qui est juste exceptionnel. Donc évidemment, se tromper un tout petit peu, toi, de ton niveau, peut avoir une incidence énorme sur le CA, du groupe, parce que si le stylo que tu as produit, ne plaît à personne, on l'aura acheté quand même, mais il va rester dans les stocks et on sait bien un stock qui dort, c'est pas un stock qui gagne beaucoup d'argent. Donc ouais, ton travail, il est hyper important à ce moment-là. Et tu as des trucs là déjà, tu pourrais me donner des petits tips? Pourquoi, est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? Si je devais acheter, tu vois, pour Renacast là, allez, admettons que je sois un espèce de je suis pas un parc d'attractions, mais finalement on est là, on nous écoute. Qu'est-ce que je devrais acheter comme produit pour les vendre en marque, Renacast? Bah, il faut que tu achètes un produit qui va rester dans le quotidien des gens.
un produit que les gens ils vont, poser sur leur bureau, mettre dans leur placard, qu'ils vont avoir avec eux. Donc ça peut être, parce qu'en fait, plus que le produit, qui va vendre et qui va faire du chiffre d'affaires, le plus important, c'est que le pro après, c'est notre marque qui arrive dans le quotidien des gens et c'est plus du goodies, parce que le goodies, ça a vraiment un côté don, un côté, petit produit, mais par contre, c'est un vrai produit qui vient dans l'univers de la personne. Donc moi, je te conseillerais des mugs, Des des mugs. porte-clés, Je note, hein. des mugs, des porte-clés, des crayons. C'est pas mal OK. parce que c'est 3 produits qui sont pas très chers à l'achat et qui, sont vraiment dans le quotidien des gens. Ces clés, on s'en sert tous les jours, on boit tous les jours du café. Puis en général, quand on travaille, on écrit également tous les jours, même si on se sert un peu de son ordinateur, mais Ouais, OK, je note et ça, alors tu vas pas dévoiler les secrets, hein, je veux pas le savoir, mais techniquement, on peut marger correctement dessus, assez facilement. Il faut en acheter peut-être une quantité astronomique. ouais, c'est ça. C'est les quantités qui font, la différence, en fait. Parce que, quand on se met côté fournisseur, en fait, eux, ils gagnent de l'argent quand, bah, il y a des grosses quantités parce que, leurs coûts fixes sont écrasés par la quantité et donc ils ça leur permet de gagner de l'argent là-dessus. Donc plus on achète des grosses quantités, mieux on achète et mieux on achète, bah, plus notre marge forcément, augmente. Ouais, donc les offrir, c'est pas une bonne idée pour moi parce que ça me coûterait trop d'argent. Les vendre, il faut que ça soit hyper attractif, donc il faut que je fasse un super mug, un super stylo et puis un très, très beau porte-clés. OK, je note, je regarde ce que je peux faire. Je vais en acheter 2-3 millions de pièces pour voir si ça peut partir. Je suis pas sûr d'avoir pour le moment la bonne client enfin, la quantité de clients suffisant pour pouvoir amortir mes coûts, mais hyper intéressant et je le vois, enfin, on le voit dans tous les parcs d'attractions, mais dans tous les endroits où on peut acheter des bah, tous les parcs d'attractions, tous les lieux de public, en fait, la boutique est toujours placée au bon endroit à la fin de l'attraction avec les produits liés à l'attraction ou à la sortie du parc ou de l'élément où on allait visiter, qui nous donne l'envie, le petit déclencheur. D'ailleurs, comment on active ce déclencheur, ce coup de cœur, ok, j'avais 3 euros à dépenser, finalement le stylo il en vaut 9, je vais quand même l'acheter. Il y a un petit truc, est-ce que c'est un parfum d'ambiance? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que tu sais comment on enclenche une vente? Bah, alors, bon, déjà des stylos à 9 €, il y en a pas beaucoup, hein. Même chez Disney peut-être, mais c'est tout. Mais, alors moi je dirais que l'élément déclencheur le plus important, c'est en fait vraiment, en tout cas dans ce secteur des parcs de loisirs et du tourisme au sens large, c'est vraiment l'émotion qui a été vécue dans le parc. Si l'émotion elle est très forte, la personne elle va vouloir garder son émotion longtemps et du coup le souvenir, il fait partie de cette émotion-là. De s'en souvenir clairement, le mot et le verbe c'est pareil et là, effectivement, c'est important, ouais. Ouais, OK, donc il faut que l'attraction avant soit forte, en tout cas apporte de l'émotion, du sentiment à la personne pour déclencher l'acte de vente. Mais c'est comme, dans les matchs de foot, évidemment, tu veux le t-shirt de tel ou tel joueur parce qu'il t'a fait pousser, des émotions et des émotions que tu n'aurais, jamais peut-être ressenties ailleurs. OK, je note. Alors faut faire de l'émotion et des souvenirs. OK, j'ai noté, c'est ce que je ferai donc, la prochaine fois. Est-ce qu'il faut absolument qu'il pleure? Je ne sais pas encore. Donc du coup, toi, tu réfléchis à tout ça, c'est ton métier, mais à un moment donné, donc là, tu es salarié chez, Futuroscope à ce moment-là. Tu te sens bien dans ce poste-là? Est-ce que ton poste t'épanouit au quotidien? Bah, oui, oui, travailler dans cet univers-là, c'est quand même le rêve. Oui. Enfin, on travaille dans un univers où les gens viennent pour leur loisir. Donc nos clients sont toujours contents, globalement. Ils passent une bonne journée. Enfin, c'est cet univers, du parc de loisirs et même du tourisme au sens large, c'est très agréable et oui, je m'y sens bien. Je m'y sens clairement bien, dans ce poste, dans cette entreprise, c'est très agréable. Ouais et surtout si tu dois aller acheter du matériel, tu as un aplomb en disant: «Bah, moi, je vais vous en acheter, pour 2 millions de personnes». Ils vont acheter, leur panier moyen, il est de X euros, je vais vous acheter donc 4 ou 5 produits par panier. J'imagine que les négociations, c'est toi qui les faisais les négociations auprès des fournisseurs? Ouais, 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 ça faisait partie de la partie enfin du process en fait de il y avait l'ensemble en fait, à la fois juste du marketing jusqu'à la livraison en passant par la négo avec les différents fournisseurs.
Et comment tu as appris à négocier avec des fournisseurs? Je sais pas, tu as fait des études de négociation fournisseur, je sais pas si ça existe, ou tu l'as appris sur le tard, avec, les anciens qui étaient avant toi dans le poste? Alors j'ai pas fait des études de négociation, mais j'ai fait un master, d'achat. Donc quand même, j'ai disons que j'ai fait mes études là-dedans. Puis après j'ai travaillé, avant, que ce soit en stage, en alternance ou même sur mes premiers jobs, dans d'autres secteurs d'activité où il fallait négocier. Donc on apprend, même si la négo, c'est important, hein. Clairement, il faut pas acheter un produit plus cher que sa vraie valeur et trop cher pour marger correctement, pour pouvoir le vendre au bon prix. Ça, c'est très important. Mais la négo, c'est un point, mais ça fait pas tout. Ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir le bon produit et au bon prix. Si d'aller négocier 10-15 centimes pour aller négocier 10-15 centimes, franchement, ça sert à rien. Si le produit, de toute façon, il est trop cher et avec, les marges qu'on doit appliquer, il sortira trop cher pour le client, il se vendra pas, même si on a négocié 10 centimes. Donc la négo, c'est une chose, mais le plus important, c'est le bon produit. Ouais, c'est dans la vente, dans le commerce, le bon produit au bon prix pour la bonne personne, typiquement les 3 P, clairement, hein, hyper intéressant. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas en tête, merci de nous redonner ce tips, hein, parce qu'il est hyper important. Tu peux avoir un produit de fou furieux, mais s'il est trop cher, s'il est pas au bon endroit, s'il correspond pas à ta cible, bah, tu le garderas dans tes cartons et puis c'est tout. Et d'ailleurs le prix, est-ce que c'est une incidence? Parce que moi, j'ai une notion au prix qui est assez, particulière, alors peut-être pas d'ailleurs, mais tu vas me le dire. Pour moi, le prix n'a pas vraiment d'importance. Le prix n'est qu'anecdotique pour moi et quand le produit me semble trop cher, c'est que le produit ne m'apporte pas assez de satisfaction. Il peut, alors je donne souvent les exemples sur les crayons puisqu'on parle de crayons. J'aime une certaine marque de stylo, je vais pas citer, c'est aussi une montagne et une chaîne de montagne et souvent quand je parle à des collaborateurs qui travaillent avec moi, je leur dis: «Bah, à quel prix tu es capable, toi, de mettre, sur un stylo?» Et souvent la réponse c'est 2-3 €, tu vois? Le Bic, qui est très bien, hein, soit dit en passant et moi je lui dis: «Ben, moi, tu vois, je suis capable de mettre 300-400 € sur un stylo». Pour Pourquoi? Parce que moi, et en plus je suis content de le faire, tu vois? C'est ça le truc, c'est que je suis heureux de le faire. Pas pour paraître riche ou pour quoi que ce soit. C'est juste que pour moi, c'est un bijou, c'est quelque chose qui me donne une satisfaction personnelle et le prix s'efface très, très vite. A contrario, j'ai acheté des stylos beaucoup moins chers et qui m'ont pas satisfait et je trouve le prix trop cher. Tu vois, un stylo à 10 €, bah, bon, a priori, c'est trop cher, un stylo à 10 € déjà, mais mais et pourtant je me dis: «Mais quel» je vais passer le terme, mais tu vois l'idée, ça commence par M et puis ça finit par 2, mais j'ai mis 10 balles et je l'ai mis à la poubelle. Donc pour moi, ça a pas d'incidence. Est-ce que c'est aussi important, dans un parc d'attractions? Est-ce qu'on peut avoir des produits, somme toute très chers sur le papier, mais qui sont quand même porteurs, à la caisse et que les gens ont plaisir d'acheter malgré le prix? Ouais, bien sûr, et puis il en faut. Des produits un peu exceptionnels, des produits très chers. Alors je passe pas un stylo typiquement parce que le stylo, ça va être, on va plutôt être sur une cible d'enfants éventuellement ou ce genre de choses. Mais d'avoir, de la très belle déco, qui est un produit qui est complètement exceptionnel, qu'on a du mal à trouver ailleurs, qui est là, bah, clairement oui, ça peut être des produits très chers. Maintenant, la cible dans un parc d'attractions, c'est clairement pas la cible chez un bijoutier ou à un endroit où on achète le type de stylo dont tu parlais. Et quand on va dans en fait, et là, on en revient aux 3 P dont on parlait juste avant, c'est où on est. Bah, quand on est dans un parc de loisirs, quand on est dans une boutique, de tourisme ou ce genre de choses, on sait qu'on va pas acheter un stylo à 300 €. En revanche, on peut acheter de la belle déco, mais c'est pas du tout, enfin, en fait, il faut vraiment s'adapter à la typologie de client et les bijoux qu'on a, bah, on va pas retrouver les mêmes bijoux que dans une bijouterie. Enfin, c'est en fait, à chaque fois, il faut s'adapter. Oui, il peut y avoir des produits très chers. Oui, il y a la majorité de produits qui sont plutôt pas chers, mais il faut un peu de tout pour aller, toucher toutes les cibles, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, faut aller chercher le plus de cibles possible. Effectivement. Et toi, ça t'a appris quoi de travailler directement dans une structure comme le Futuroscope, où tu te dis: «J'imagine que tout est possible». Tu dois avoir un budget assez phénoménal pour aller négocier, pour aller chercher les petits trucs un petit peu différenciants. Qu'est-ce que ça t'a appris? Comment tu le matin, tu arrivais, est-ce que tu avais ce sentiment de toute puissance en te disant: «J'ai un portefeuille illimité», ou voire, peut-être pas autant, j'exagère un tout petit peu, mais comment toi, ça t'a permis de grandir, d'être là-bas?
Alors, pas de sentiment de toute puissance ou quoi que ce soit, mais par contre, bah, ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris beaucoup sur, sur les parcs de loisirs parce qu'avant de travailler là-bas, j'avais jamais travaillé dans ce domaine-là en particulier. Alors, j'avais travaillé dans d'autres secteurs un peu connexes, mais pas celui-ci en particulier. Donc j'ai appris beaucoup sur les produits. J'ai appris beaucoup sur, la qualité des produits, sur les normes, sur les obligations. J'ai vraiment, en fait, acquis de réelles compétences, là-dedans et c'est des compétences dont je me sers toujours aujourd'hui. Ouais. OK, ouais, du coup, c'est génial. Du coup, ton toi du passé t'a apporté de l'eau au moulin du toi d'aujourd'hui. Alors, tu avais l'air quand même plutôt épanoui de ce que j'entends, ce que tu me fais ressentir au Futuroscope, pardon, c'est quoi cet accent qui vient d'un seul coup? Et qu'est-ce qui, à un moment donné, on le sait tous, hein, je spoile pas, hein, tu l'as dit, tu es freelance, tu travailles, aujourd'hui toujours pour le Futuroscope, mais à titre, perso en fait, donc tu es décédéisé, je sais pas comment ça se dit, ou tu es freelance quoi maintenant. Heu, voilà, tu es prestataire effectivement. Heu, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ton s ta voix a changé? Pourquoi ne plus être, localement dans l'entreprise et pourquoi en externe? Et est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a dit, «J'ai plus envie de ça, j'ai envie d'autre chose»? Donc il y a eu un déclic, effectivement, un déclic, contextuel parce que, bah, il y a eu le covid qui est passé par là et que dans ce secteur d'activité, le tout s'est arrêté. Je me souviens que c'était le 15 mars parce que c'est la Saint-Louise le 15 mars, donc je m'en souviens très bien. Le 15 mars, on nous a dit: «Bon, bah, vous rentrez chez vous». On s'est fermé, on réouvre pas parce que tous les lieux de loisirs, sont fermés, on n'accueille plus de visiteurs et alors là, bah, en fait, nous, c'était le début de la saison parce que bon, même si le parc du Futuroscope, ils sont ouverts toute l'année, ils ferment un tout petit peu en janvier, mais la saison dans tous les parcs de loisirs, ça commence en avril et ça termine après les vacances, de la Toussaint. L'hiver, il se passe quand même beaucoup, beaucoup moins de choses. Donc c'était le début de la saison, tous les produits étaient arrivés, on était prêts à démarrer et là, c'est fermé. Retour maison et puis alors pour nous, ça a été long. Ça a été très, très long parce que, avant qu'ils autorisent les parcs à réouvrir et puis alors dans quelles conditions? On avait des jauges, on il y a enfin c'était vraiment très, très compliqué. Si bien que le premier été, enfin l'été 2020 a été lent, a été mou, c'était, oui, c'était pas évident. Puis après on a été reconfinés plusieurs fois, et à chaque fois, bah, nous on était au chômage partiel parce que enfin moi j'étais au chômage partiel parce que je travaillais encore un petit peu, mais qu'à mi-temps. Puis il y avait beaucoup d'équipes qui étaient, complètement arrêtées. Enfin c'était long. Clairement, c'était long. Et donc, bah, quand c'est long, on gamberge, on réfléchit et ce qui s'est passé de mon côté, c'est que à la fois, bah, en fait, tout était là, tout était prêt et tout a été repoussé d'1 an. Donc en fait, on avait 1 an d'avance sur tout et donc une charge de travail qui a été, forcément drastiquement diminuée et j'ai eu le temps de réfléchir à d'autres choses, à des projets que j'avais envie de faire, je suis un peu comme ça, j'ai toujours un peu plein de projets à la fois donc bon, voilà, je réfléchissais et puis, quelqu'un m'a appelé, quelqu'un que je connaissais, m'a appelé et m'a proposé, de travailler pour elle en prestat et donc moi je lui dis enfin clairement elle m'a dit: «Tu fais quoi en ce moment Louise?» Je dis: «Bah là, pas grand chose. Là je m'ennuie un petit peu mais bon, ça va reprendre, après, voilà, après ça reprendra et puis ça roulera. On sait pas trop de quoi demain est fait mais normalement on va pas être éternellement confinés, on reprendra le boulot» et et puis elle me dit: «Ah ouais, bon, bah, moi, si on travaille ensemble, ça j'ai faudrait que je te forme, donc forcément, ça sera sur du long terme. Tu en penses quoi?» Et bon, là, du coup, j'ai commencé à réfléchir, à poser un peu les choses sur le papier, à me dire: «Bon, bah, après tout, est-ce que, ça serait pas l'opportunité de me lancer à mon compte?» Est-ce que ce serait pas, l'occasion de se dire: «OK, bah, là, j'ai un client qui est prêt à travailler avec moi. Qu'est-ce que je fais de la suite?» Et donc j'en ai parlé avec eux et puis bon, après quelques petites négociations, en fait, on s'est mis d'accord, que je passe, pour eux en prestat. Alors il y avait des conditions et notamment, c'était très important que pour pas que ça soit étant donné que j'étais salariée chez eux avant, il fallait que j'ai une petite, que ça soit juste une petite part de mon chiffre d'affaires que je fais avec eux. Donc c'était d'accord et c'était convenu et et du coup, bah, en fait, je me suis lancée dans le freelancing avec ces 2 clients, avec, Interprète de conférence qui est encore aujourd'hui un de mes clients
et le Futuroscope, qui sont, tous les 2 mes clients historiques qui m'ont permis de me lancer en freelance. C'est génial, c'est génial. Tout le monde, 2020, c'est la fin du monde, plus rien ne se passe et toi, tu as la alors, je vais dire un mot et je vais revenir dessus après, mais tu as la chance d'être contacté par une personne qui se dit: «Bah, tiens, tu as des compétences, j'en ai besoin, est-ce que tu veux venir travailler avec moi?» Alors j'enlève le mot chance parce que ce que tu nous dis pas, c'est qu'elle a pas fait un numéro au hasard sur son téléphone pour tomber sur toi. Voilà, donc c'est quand même un contact. C'était un contact proche ou c'est un contact professionnel avec qui tu avais déjà échangé au fur et à mesure? Non, ouais, c'était purement du réseau, perso. De gens que je connaissais, j'en ai parlé assez récemment, sur LinkedIn. C'était quelqu'un qui montait à cheval avec moi, en fait, et qui avait, avec qui je montais à cheval depuis quelques années. Donc, bah, forcément, à titre perso, on se connaît, on sait comment sont les gens, et donc elle m'a appelée parce qu'elle pensait que je pouvais bien coller, et puis, bah, c'est le cas, hein, puisque ça fait plus de 4 ans qu'on travaille ensemble maintenant, donc clairement, c'est que ça colle pas mal. Visiblement. C'est un bon conseil, tu vois? Ce que tu donnes, c'est que j'imagine pendant tes séances d'équitation, tu échanges avec, ben, ceux qui sont autour de toi évidemment, et tu parles de ton métier du coup. Tu parles de ce que tu fais dans ta vie, et c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde de pas cacher son métier? Ah oui, clairement. Enfin, moi, je pense que le réseau, c'est très, très, très important, et en fait, le réseau, il faut se le faire partout. Enfin, que ce soit, quand on fait du sport, avec des amis, avec tout ça, en fait, faut pas être, avare, d'informations sur ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, de la façon dont on travaille, de la façon, enfin, c'est clairement, il faut que les gens avec qui qu'on côtoie nous connaissent. Et plus les gens, nous connaissent, plus ils penseront à nous, bah, après, soit pour travailler avec eux, soit, «Ah, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un», et c'est comme ça que le réseau se crée et qu'on trouve des opportunités, en fait. Ouais, et dans ton cas, des clients, qui sont, bah, hyper intéressants. Vu que tu ne démarches même pas tes premiers clients, ils viennent à toi tout seuls. C'est juste, L'un qui était et puis l'autre qui vient à moi. voilà, c'est ça qui est génial et c'est intéressant de se dire que tu commences dans la vie enfin, tu commences dans la vie, pas dans la vie, mais tu commences à titre d'entrepreneur en ayant déjà l'assise, l'appui de grosses structures qui viennent t'épauler, qui ont besoin de toi pour tes compétences et tes capacités, ton expertise, ton expérience et je me mets à ta place, mais à ce moment-là, je me dis: «Waouh, je suis trop doué, quoi, je suis trop fort». Est-ce que toi, à un moment, tu te dis, c'est génial, tu es arrivé au bout de ce que tu voulais, enfin, est-ce que tu es comme moi à te vanter très rapidement de ce que tu fais et ce que tu réussis? Non, je peux pas, enfin, ce que je me suis dit clairement, c'est, il y a plein de gens, en fait, qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec le filet de sécurité du chômage. Ils obtiennent une rupture conventionnelle et ils se lancent avec, bon, avant c'était 2 ans, maintenant c'est 18 mois de chômage en filet de sécurité. Moi, je filet de sécurité que j'avais pas, et donc il fallait, enfin, je pouvais pas partir comme ça, en fait. Il fallait que je puisse m'assurer d'avoir mes clients. Après, oui, ça fait plaisir effectivement de se dire que, bah, les gens avec nous appellent pour qui on est, parce qu'ils nous côtoient, parce qu'ils nous connaissent et qui se disent, «Ça peut fonctionner parce que je sais qu'elle est comme ça à titre perso, donc dans le travail, ça il y a pas de raison que ça colle pas». Puis autant, qu'on nous appelle, c'est une chose, mais moi, ce que je préfère surtout, c'est de dire que c'est des gens avec qui je travaille depuis 4 ans, et si je travaille avec eux depuis 4 ans, sachant qu'il y a pas de CDI qui nous lie, c'est plutôt que c'est qu'ils doivent être satisfaits de ce que je fais pour eux. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire parce que c'est important pour moi de délivrer du bon travail. Ouais, parce que pas d'engagement, donc évidemment, ils peuvent se libérer de toi et inversement d'ailleurs, même eux doivent être des bons clients finalement, parce que si c'est des mauvais clients, peut-être que tu t'en passerais, je dis pas ça pour eux, hein, mais c'est l'avantage aussi, d'être en freelance. C'est Ça c'est marche, c'est c'est des bons clients. c'est des bons Des gens avec clients qui j'ai plaisir à travailler. et tu leur envoies un goodies en fin d'année: «Merci d'être des bons clients». Non, tu fais pas ça? Ça serait marrant, tu me le diras au cas où, mais si tu le fais, ça peut être sympa. OK, donc quand tu es arrivé au Futuroscope, tu leur as dit, «Bon, bah, écoutez, maintenant j'arrête, je m'en vais». Comment tu as amené la chose? Est-ce que tu y es allé, genre, est-ce qu'ils vont accepter le fait que je parte? Enfin, c'est J'étais pas sûre. compliqué. J'étais pas sûre. En plus, c'était le covid. On était tous à distance, donc j'ai pris mon téléphone, je l'ai fait j'ai demandé enfin, le premier échange, c'était au téléphone. Je t'avoue que je m'en souviens plus trop de exactement comment ça s'est passé, mais
Je leur ai expliqué en fait, clairement ce que je viens de t'expliquer, c'est que la charge de travail allait dans les prochaines années être très limitée et que, bah, il fallait que je sois nourrie et donc que j'avais cette option d'être nourrie en travaillant toujours pour eux parce que j'aime beaucoup ce que je fais pour eux et en ayant d'autres clients qui venaient compléter mon emploi du temps et que pour moi c'était la bonne solution et alors ça a mis quelques mois parce que c'était pas évidemment pas dans leurs habitudes, hein. C'est rare que les gens viennent demander ça, mais mais finalement, ça s'est fait et puis, ça se passe plutôt bien. C'est génial et ils ont accepté en plus, donc c'est top. C'est génial et du coup, tu fais quoi? Tu continues à faire de la même chose que ce que tu faisais avant aussi pour toutes les sociétés avec qui tu travailles ou tu as rajouté des cordes supplémentaires à ton arc? Alors, je fais pas la même chose pour tout le monde. Donc, par exemple, pour le futuroscope, je fais toujours la même chose. Alors, sur un périmètre un peu réduit parce qu'il y a d'autres gens dans l'équipe qui prennent une autre partie du périmètre. Pour l'autre société qui est mon client historique, interprète de conférence, ça n'a rien à voir. C'est un, secrétariat d'interprètes de conférences. Donc, on place des interprètes de conférences dans les plus grandes institutions, l'UNESCO, l'OCDE, tout ça. Donc c'est les institutions nous appellent pour connaître la disponibilité des interprètes qui sont inscrits chez nous. Donc c'est plutôt un secrétariat et là, j'agis plus, comme, bras droit du dirigeant. En fait, je supplée le dirigeant, enfin la dirigeante en réalité, quand elle est pas disponible et ou quand, on a une surcharge de travail et qu'on travaille toutes les 2 en parallèle. Donc en gros, je fais ça. Donc ça n'a rien à voir du tout, mais ça demande, ça demande d'autres compétences en fait qui sont un peu parallèles, mais où on retrouve assez facilement des choses en commun et puis, bah, par contre pour d'autres parcs et d'autres lieux de loisirs, là, je fais la même chose que je fais pour le Futuroscope. OK, donc tout ce que tu as acquis, te sert toujours au quotidien et puis tu rajouté un petit peu de choses en plus. Comme tu le disais, il fallait te former, bah, tu l'as fait. Bon, ça a marché visiblement et c'est génial et mais en fait, moi, je t'ai contacté, c'est pas par rapport à ce poste-là, parce que celui-ci, bon, je le connais déjà un petit peu. Celui qui m'a le plus surpris, c'est ce que tu disais, lors de ta présentation, c'est le club des solos et c'est pour ça que je suis venu vers toi. Parce que tu t'es pas contenté d'avoir une seule activité. Non, ce serait trop facile. En plus, c'est des activités différentes. D'un côté, je fais du marketing, de l'autre, je place des gens. Enfin bref, déjà, tu as 2 activités en une et tu t'es dit: «Bah, jamais 203, je vais lancer un autre truc». Et comme je le disais dans l'intro, cette chose-là, je fais exprès de rester évasif, je te laisserai l'expliquer. Mais cette chose-là, tu l'as sortie parce que tu avais une frustration, je crois, hein, de ce que tu m'as dit à un moment donné de nos discussions et je trouve, très, je sais pas comment te le dire, mais presque très culotté de dire: «OK, moi, je suis toute seule, je suis toute petite, dans mon coin, j'ai une toute petite structure, mais je vais quand même avec aller rivaliser avec des boîtes énormes», parce que, derrière, tes concurrents, ils sont quand même, solides. Il y en a, ils ont des beaux budgets et toi, tu t'es dit: «Ouais, je m'en fiche, j'y vais» et le club des solos m'a agréablement surpris dès les premières lectures que j'ai eues du site web et puis toutes les discussions qu'on a pu en avoir et puis ce que tu partages facilement sur les différents réseaux sociaux. Comment te vient l'idée de créer le club des solos? Bah, tu le dis très justement, c'est une frustration, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus d'indépendants en France et vraiment de plus en plus et on est tous confrontés à la même chose, c'est, on a le droit à rien. En fait, C'est un peu ça. clairement, on n'a pas la sécurité de l'emploi, on n'a pas la sécurité enfin la sécurité sociale, on va dire, les arrêts maladie et tout, voilà, pas vraiment. On n'a pas de chômage, on n'a pas le droit à grand chose. On a le droit de travailler, on a le droit de payer l'URSSAF, ça, il y a pas de problème, mais on n'a pas le droit à grand chose et notamment, on n'a pas le droit sur l'URSSAF, je pouvais vraiment rien faire. Mais par contre, J'ai essayé, on mais a c'est mort, j'y arrive pas. mais par contre, il y a quelque chose auquel on n'avait pas le droit non plus, c'était, des tarifs préférentiels sur tout ce qu'on consomme au quotidien. Mmh. Chose que tous les salariés ont accès à travers leur CE. Mais le CE, c'est particulier, en fait. C'est un CSE dans une entreprise qui subventionne, les salariés en leur offrant, des tarifs, préférentiels sur tout ce qu'ils consomment au quotidien. Alors ce qui est plus connu, c'est les voyages et les places de ciné, mais en réalité, souvent ça va beaucoup plus loin que ça
Et donc je me suis dit: «Bah, c'est quand même fou, quoi. On n'a pas le droit à ça». Globalement, comme la majorité des Français en ce moment, malheureusement, on a quand même tous des contraintes de pouvoir d'achat avec, l'inflation grandissante et ça devient de plus en plus difficile de faire ses courses aujourd'hui, avec un budget dédié. Pourquoi on n'y a pas le droit et comment on peut faire pour y avoir le droit? Et globalement, c'est comme ça qu'est né le Club des solos. J'ai cherché des solutions. J'ai cherché des solutions, j'ai creusé un peu le sujet. Il y avait des petites choses existantes, mais ça me satisfaisait pas vraiment et donc j'ai monté, cette plateforme, le Club des solos, qui est comme un CE, une plateforme d'avantage pour les indépendants. C'est génial. C'est génial parce que en fait, tout le monde y a pensé, je t'avouerai mais personne ne l'a fait et c'est comme tout, hein, une bonne idée, tant que c'est une idée, bah, en fait, c'est une mauvaise idée, elle sert à rien. Tant qu'on la met pas, sur la table et puis qu'on commence pas à porter les premières briques pour faire le mur de cette idée, bah, elle ne sert strictement à rien et là, elle ne vaut le coup que quand tu commences à initier le mouvement et là, en l'occurrence, tu l'as fait. Alors moi, je t'ai posé la question, parce que j'étais curieux, mais comment on fait? On commence par quoi? Parce que est-ce que tu vois, je te donne mon cas, je vois moins grand que toi. Je suis pas du milieu du market, je ne sais pas faire tout ça. Je me serais dit: «Bah, tiens, je vais aller voir le cinéma de quartier». Je vais lui dire: «Écoute, si je t'amène des gens, est-ce que tu peux leur faire une remise?» Mais ils vont pas tous venir dans mon cinéma de quartier, tu vois? Parce que, si j'ai pas de portée, je vais avoir quoi? 20 personnes à tout casser. Comment on fait à un moment donné pour aller chercher plein de remises partout en France et peut-être même à l'étranger, tu me diras. Mais comment on fait pour aller chercher ça? Comment tu as fait? Tu as quand même pas allé je regarde, là, je suis sur ton site en même temps et tu vois, j'ai les petites bulles qui défilent de -15% sur tel item, -30% sur tel item, -35 sur un autre. Comment tu fais? Comment tu as Alors, fait? j'y suis pas allée avec mon petit bâton de pèlerin parce que c'était pas possible. En tout cas, pas pour aller chercher l'ensemble des offres. Mon petit bâton de pèlerin, je l'ai pris pour aller interroger, des plateformes qui existent déjà. Des plateformes qui ont déjà négocié avec, un ensemble d'offres et donc il y en a plusieurs qui existent moi j'en ai choisi une en particulier avec, laquelle je travaille et qui est mon partenaire et qui normalement en fait ces plateformes-là n'adressent pas du tout les indépendants. Eux, ils sont spécialisés dans les PME pour proposer, bah, des services en fait, pour les entreprises. Parce que toutes les grosses entreprises et même les entreprises du CAC 40 aujourd'hui, c'est pas les membres du CE qui vont aller toquer à toutes les portes et à tous les cinés pour aller négocier les deals. Non et non. Mais c'est des plateformes qui agrègent en fait l'ensemble des promotions. Donc moi, je suis allée, taper à leur porte en leur présentant le projet et en leur, disant: «Bon, bah, voilà, vous vous adressez aux PME», ce que j'entends parce qu'à chaque fois, bah, vous prenez 50 personnes, 100 personnes et cetera. C'est ils les prennent pas grappe, en fait. Moi, j'ai envie de le faire pour les indépendants parce qu'il y a pas de raison que les indépendants n'y aient pas le droit. Et donc voilà comment j'ai fait, voilà comment je peux avoir, les offres aujourd'hui. C'est qu'un indépendant, il ne peut pas y accéder aujourd'hui tout seul parce que le coût fixe serait bien trop important pour un indépendant. Mais grâce au club des solos et à la société que j'ai montée, bah, comme il peut y avoir des centaines, des milliers de personnes, alors pour l'instant c'est des centaines, mais à l'avenir des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, bah, en fait ça permet d'écraser ces coûts fixes et donc d'accéder à des offres pour un tarif qui est, enfin, à mon sens, très raisonnable. Oui, bah, oui, tout à fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est assez impressionnant les remises que tu as et ce qui m'a le plus impressionné peut-être et je crois qu'on en a parlé juste avant qu'on lance l'enregistrement, c'est qu'en fait, on peut même avoir des remises sur nos courses du quotidien. Tu vas à Carrefour, à Monoprix, je vais peut-être dire des bêtises, je vais peut-être m'arrêter là parce que ces 2 là, j'en suis quasi sûr, mais il y en a certainement d'autres. Je peux même avoir des remises, supplémentaires, liées supplémentaires à la remise que Carrefour me fait sur ma carte fidélité. Donc en fait, j'ai pas mal de choses à gagner et du coup, je suis allé regarder, donc j'ai fouillé ton site. Alors il est très bien fait, hein, ton site. Alors pourquoi je le trouve très bien fait? Parce qu'il est très, l simple,
très léger. Il y a pas un milliard d'informations. Il y a pas Tu peux pas te perdre. Si tu te perds, c'est que vraiment tu le fais exprès. Et il y a un truc que j'ai trouvé génial, alors je sais pas comment tu l'appelles, un espèce de calculateur d'économie où tu mets le nombre de personnes que tu as dans le foyer et ça te dit, bah tiens, si tu as une personne, tu peux faire en moyenne tant d'économies par an. Tu mets 2, 3. Alors évidemment, moi, nous, on est 3, donc j'ai mis 3 et je me suis dit: «Je peux presque faire 1000 balles d'économies par an juste en m'inscrivant au club des solos». Alors du coup, je me demande ce qui m'en empêche pour l'instant. Bah perso, rien. Alors c'est pas pour te faire de la pub, hein, évidemment, parce que tu sais très bien, je te l'ai dit, je veux pas faire de la pub à ceux qui interviennent, dans l'épisode, mais quand c'est bien, c'est bien. Enfin, on peut pas non plus, cracher dans la soupe, c'est clair. Et ce calculateur, il est génial. Et est-ce que tu peux, parce que c'est toi qui l'as fait ou c'est la structure? Alors comment tu l'as calculé? Comment on fait autant d'économies à l'année et comment tu es allé chercher les économies que je pouvais faire? Alors, c'est ni plus ni moins, je suis allée sur le site de l'INSEE et j'ai regardé ce que dépensaient les gens. En fait, selon les typologies de dépenses, hein, donc combien les gens dépensent dans leurs courses alimentaires, combien les gens dépensent pour leurs vêtements, combien les gens dépensent pour leurs loisirs et cetera. Et donc en fait, grâce à ça, par exemple, rien que sur les courses alimentaires, avec le club des solos, ça donne accès à 5 sur toutes les courses alimentaires et tu l'as très justement dit, c'est vraiment en bout de chaîne parce qu'en fait, c'est une carte de paiement qu'on achète 5 moins cher. Donc on a pu faire les promos du, 2 plus 1 offert. On a pu, cagnotter sur notre carte de fidélité. On a pu enfin voilà, tout accumulé et en plus, on a 5 de réduction. Un budget moyen pour un Français, c'est, enfin une famille, 2 adultes, 2 enfants, c'est 800 € par mois. 800 € par mois, 40 €, 480 € par an. Ouais, c'est fou. C'est fou et ce qui est génial, c'est qu'en bas de ton calculateur d'économie, tu marques, abonnement rentabilisé au bout de tant de jours et j'ai beau faire, hein, j'ai pas trouvé plusieurs mois, en fait. Ah si, ah tu as mis 58 jours. OK, pour une personne, c'est 2 mois. Une personne, ça peut être un petit peu plus long, mais encore une fois, c'est que des moyennes Oui et puis, parce une que personne, si je pars en vacances, je pars peut-être avec des amis. exactement. Voilà. Exactement et puis une personne, enfin voilà, qui fait profiter de Airbnb, une remise sur Airbnb à ses amis, bon bah, l'abonnement, enfin là, une réservation, c'est bon, hein. Eh bah, oui, c'est effectivement, on est d'accord et du coup, alors on va rentrer dedans, même si d'habitude je parle pas vraiment du produit, mais il m'intéresse beaucoup. Alors du coup, j'en parle. Donc c'est un abonnement mensuel ou annuel. Les prix, les gens iront voir, c'est vraiment pas cher, donc allez voir. De toute façon, je mettrai le lien dans les notes de l'émission. Allez jeter un œil. Que vous vouliez ou pas le prendre, ça vaut le coup et je dirais même ça peut être complémentaire à votre CE d'entreprise. Parce que, bah, tu vois, Carrefour, Monoprix, tu l'as pas dans ton CE d'entreprise pour la plupart. Donc ça peut être complémentaire, je pense. Et d'ailleurs, tu le réserves uniquement aux entrepreneurs ou on peut, si j'ai pas de SIRET, CABIS, des choses comme Alors, ça? on peut si on n'a pas de tiret de cabis, tout simplement parce que j'ai été confrontée, à des cas de gens, par exemple, qui étaient, aides ménagères, qui étaient payés en CESU, donc ils travaillent à leur compte et qui ont pas de siret, pas de cabis, rien de tout ça. Mais en fait, ils sont complètement indépendants, tout comme moi. Ils travaillent pour eux, ils cherchent leurs clients, tout pareil et donc c'était dommage de faire un produit qui vient justement combler un manque pour les gens qui travaillent tout seuls et fermer une partie des gens qui travaillent tout seuls. Donc je demande pas de siret. Alors moi, j'adresse aujourd'hui les indépendants parce que je considère que c'est les indépendants qui ont pas de CE. Mais maintenant, si c'est quelqu'un qui a un CE qui est un peu moyen ou qui est au chômage ou enfin, finalement, ça adresse tout le monde, hein. Ouais, donc du coup, moi, j'ai un CE d'entreprise, je peux prendre le tien en plus, je prends le club des solos parce que c'est complémentaire à celui que j'ai et si je résume, si j'ai bien compris, tu me dis: «Je m'inscris, on paye l'abonnement mensuel, annuel». Préféré l'annuel parce que je crois que tu fais une remise en plus sur l'annuel de mes souvenirs. Je crois, bah, en tout cas, c'est le plus populaire donc faut le prendre, c'est écrit, c'est comme ça et ouais, c'est ça. En plus, 30 jours d'essai gratuits, alors ça, c'est juste énorme donc au pire, on peut profiter des offres pour voir si ça fonctionne bien et enfin finaliser son inscription seulement après. C'est quoi? Par exemple, tiens, je vois là, il y a le parc Astérix, puisqu'on parlait de parc d'attractions, tu as des remises sur le parc Astérix. C'est quoi? Je vais sur le club des solos, je me connecte, je paye une carte virtuelle qui va m'être envoyée par mail, c'est ça? Et ensuite, je vais sur le site du parc Astérix et je leur dis que j'ai ça ou je vais en guichet et c'est tout. Il y a que ça à faire.
Alors en fait, ça dépend. Par exemple, sur, la billetterie, sur les parcs, c'est carrément tu reçois ton billet. Ah OK, Enfin OK, voilà, direct, tout bonsoir et simple. puis voilà, c'est tout simple. On parlait des cartes, Carrefour, Leclerc, Auchan et cetera. Ça, c'est pareil. On reçoit la carte, par mail ou, dans notre espace. Enfin, c'est et par mail et dans notre espace, à vrai dire et directement, on a le code barre, ça permet de payer. Enfin, c'est on ne peut plus simple. Donc à la caisse, je lui donne le code barre, elle sc la personne scanne le truc et ça me fait un avoir, enfin une déduction. OK, enfin ça me c eux, ils vont recevoir l'argent après, en fait, c'est ça? Non, en fait, Non, c'est eux, déjà toi, par exemple, tu as acheté, ce que je conseille pas mal aux gens, c'est de faire ça sur la partie, courses. C'est, bah, on sait qu'on a un budget pour notre famille de 500, 600, 700 € de courses. Au début de mois, on achète 500, 600 € de cartes de courses. On a automatiquement 5 de réduction. Donc on paye, pas 600 €, on paye, 600 € moins 5 qui font je vous laisserai faire le voilà, calcul dans le qui font, bah, moins 30 € je pense et donc on paye 30 € moins cher et après en fait on a nos cartes et simplement, plutôt que de dire: «Je vais payer en carte bleue», je dis: «Je paye en carte prépayée» et le Carrefour, la caissière, elle scanne et puis fin de l'histoire. et j'ai même pas besoin de l'imprimer, il est sur mon téléphone, je lui montre et c'est tout. Comme les cartes fidélité qu'on peut avoir ou de choses comme ça. OK, génial. Donc c'est encore plus simple, j'ai même pas besoin d'imprimante, paf, un téléphone, ça suffit. Est-ce qu'il y a une application pour, le club des solos ou c'est la page web qui Pas fonctionne comme une encore. application? Ouais, c'est la page web. Alors après, c'est monté en format app. Donc en fait, ça fonctionne très bien sur le téléphone, c'est complètement responsive, ça a été conçu pour téléphone avant d'être conçu pour ordinateur. Mais pour l'instant, il y a pas encore d'application, ça viendra. Ça viendra. Alors, tiens, on va parler un peu technique du coup, parce que bon, moi je suis convaincu par ton produit, hein, je te l'ai dit déjà la dernière fois, je trouve ça génial que quelqu'un le fasse l'énergie d'aller plus loin que juste de penser à ça. Je trouve ça génial d'y être allé, mais j'y vois tellement de difficultés. Bah, la première, tu me l'as levé, il existe des partenaires sur lesquels tu peux t'appuyer pour aller, chercher des remises, en package, je dirais. Tu achètes en gros et tu revends, plus petit. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est un peu le même esprit. Donc finalement, je trouve ça, l'idée hyper intéressante. Mais après, OK, ils te fournissent le site web, ils te fournissent, tout ça directement ou c'est toi qui montes ça? Le site, est-ce que c'est toi qui l'as développé ou tu as dû faire appel à des développeurs? Enfin, comment ça se passe? C'est pas simple, je sens. Alors pour l'instant parce que c'est le début et parce que c'est le lancement, c'est leur site, enfin alors le site c'est le mien et la plateforme, c'est la plateforme de mon partenaire, qui a mes couleurs, qui est tout ça. À l'avenir, si le POC comme on dit dans le milieu startup, si le POC fonctionne bien, très certainement qu'il y aura toute une partie développement pour que vraiment, ce soit en interne pur, mais disons que ce sera en temps 2. Oui. Alors là, ce qui est rassurant, c'est de se dire que derrière, tu as une grosse structure qui sécurise tout ça. Donc pour moi qui, te connais à peine, au moins je me dis: «Oh OK, mes données bancaires, elles vont peut-être pas se balader n'importe où». Voilà. Au moins on a une belle sécurité. Ouais, c'était super important pour moi. Enfin, étant donné qu'on parle, d'argent, la sécurité, c'était très important. C'est pour ça que mes abonnements, bah, ils sont sur Stripe parce que Stripe, au moins, c'est calé, il n'y a pas de sujet de fuite de données. Je suis sûre et certain et moi, j'avais aucune vision sur toutes les données bancaires. Et puis, les gens, quand ils achètent effectivement les cartes, bah, pareil, c'est géré. Alors, je crois que c'est MangoPay dans le cas, mais c'est pareil, en fait. Tout est géré, par une plateforme et pour qu'en termes de sécurité, il y ait aucun problème. Oui, bah, c'est sûr que si je l'achète pour 500 € de course et que je reçois pas mon billet de 500, ça va me faire du mal, mais là, en l'occurrence, c'est génial. Tiens, je regardais pendant que tu m'expliquais, dans les tuiles, qui les petites bulles qui passent là, il y a pas le futuroscope, je l'ai pas vu passer. Parce que je l'ai pas mis, mais il y a le Il y est? futuroscope. Ah OK Je vais le rajouter, je vais le rajouter. ouais et tu pas allé négocier un tarif encore plus fort, parce que tu Pas travailles encore. là-bas? Pas encore, mais je dis pas que sur cette fameuse V2 là dont on parlait, où là, il faudra que j'aille beaucoup plus négocier. Mais, quand on sera, 10 000 indépendants à avoir rejoint le club, bah, j'aurai l'appui, pour aller négocier beaucoup mieux, oui.
et ce sera Donc cool. on marche vers les 10 000 pour avoir encore plus de remises parce que plus tu as de monde, plus tu peux aller négocier des tarifs à la baisse et plus, bah, ça nous est bénéfique. Donc vivement les 10 000 prochains. OK, tu as tout créé, donc c'est bien, tu as trouvé tes partenaires. Est-ce qu'il y a des éléments, qui t'ont aidé justement à monter tout ça? Parce que monter une entreprise, c'est pas si simple. Moi, j'ai en tête déjà, comment on crée une entreprise? Quel statut tu prends pour ce type d'entreprise? Est-ce que c'est, du purement virtuel, donc c'est du service classique. Et je te le disais, puisque, allez, je vais t'en parler, puisque je les avais mis dans les notes de l'émission. Il y a une chose qui m'a interpellé dans les statuts de l'entreprise, c'est que tu as enregistré ta société dans programmation informatique. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est pas le choix que j'aurais fait moi, mais c'est un choix qui est hyper fort à mon sens. Pourquoi ce statut-là? Et je sais que tu es allé chercher l'information, donc du coup, il faut que tu me le livres maintenant. Donc effectivement, je suis allée chercher l'information, donc c'est pas moi, c'est mon expert comptable qui a choisi d'enregistrer l'entreprise et du coup, ça me fait un petit lien vers, bah, comment on crée une entreprise, mais j'y reviendrai après. Pourquoi, le code APE, c'est programmation informatique? Bah, c'est qu'en fait, c'est du service évidemment. L'objectif, c'est de rendre service à la plupart des freelances en leur proposant des tarifs qui permettent de booster leur pouvoir d'achat. C'est un service, mais ce service, il passe par un support informatique. Il passe par une plateforme, il passe par un site web et là où mon activité de freelance, le code APE, ça doit être conseil, gestion ou un truc comme ça, l parce que ça tout repose sur mon temps et moi, mon cerveau qui délivre au fur et à mesure et quand je dors, bah, je peux pas délivrer en gros, c'est l'idée. Là, bah, même si je dors, les gens, ils peuvent quand même acheter, leur place de ciné, ils peuvent quand même acheter, leur bon Carrefour, ils peuvent acheter leur bon Airbnb. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est pas du conseil prestation de service, c'est de l'informatique qui évidemment rend service, mais j'ai envie de dire presque comme tous les services informatiques en fait. Ouais. Enfin, c'est toujours le but final, c'est de rendre un service. Ouais et bah, d'ailleurs tu l'écris, «Marre de payer plein pot», voilà, c'est écrit en gros, donc le service est clairement bien identifié, des réductions exceptionnelles, accès illimité, bref, je vous laisserai lire le site web. Alors du coup, oui, continuons. Comment on monte cette boîte? Tu as choisi, ce code APE, enfin ton comptable, ton expert comptable a choisi le code APE, mais tout le reste, comment on le monte? Parce que, j'imagine qu'il faut déjà, un sacré budget parce que, il faut aller négocier, ta plateforme. OK, c'est pas toi qui as monté la plateforme toute derrière, mais ils te le font sûrement Ça pas s'achète. gratuitement. Non, Bah ça oui, du coup, ça s'achète. ouais, Oui, bah, après c'est des choix, j'ai envie de dire dans l'entrepreneuriat, et c'est là où je fais une petite différence entre le freelancing pur où on vend juste notre temps ouais, et du coup, bon, bah, c'est notre temps contre de l'argent. Bah, dans l'entrepreneuriat, c'est nos investissements contre de l'argent, finalement ouais. et donc, bah, à un moment, il faut investir. Comment j'ai pu investir? Bah, parce que ça fait 4 ans que je fais du freelancing, donc ça fait 4 ans que je suis en société, donc j'avais de l'argent, sur ma société et donc ça m'a permis d'en lancer une nouvelle, tout simplement. Donc oui, tout ce que tu as économisé pour, payer ta retraite, ta prochaine maison ou tes vacances, tu l'as mis dans ce nouveau Mmh. projet, c'est ça? Alors oui, parce enfin, la retraite, elle est loin encore, mais oui, l'idée, en fait, c'est ça, c'est de se dire que, bah, j'avais fait le choix, un choix qui était assez fort à l'époque, de me mettre en société directement et de pas passer par le statut de la micro-entreprise, quand je me suis lancée à mon compte et bah, ça a des freins, hein, de faire ça parce que, bah, forcément, on gagne moins, au Ouais. quotidien parce qu'on paye beaucoup plus de charges, on paye beaucoup plus, enfin, ça nous coûte plus cher, faut qu'on paye un comptable, enfin ça coûte plus d'argent. Mais par contre, ça a l'avantage, bah, d'avoir de l'argent qui reste sur la société et du coup qui peut être réutilisé pour d'autres projets entrepreneuriaux et donc c'est ce que j'ai choisi de faire et donc j'ai monté une autre société, qui s'appelle le Club des Sœurs. OK, donc oui, donc pas d'appel de fonds, pas de: «Qui veut être mon associé?» ou de choses comme ça. Tu t'es montée toute seule, pour en arriver là aujourd'hui, et c'est tu vois le conseil enfin, finalement ce que tu dis, c'est un conseil hyper intéressant. Économiser et puis, cet argent-là, il pourra vous servir à autre chose. Tu aurais pu dire: «Non, je vais le mettre de côté, ça va me faire des petits et dans X années, je pourrai prendre ma retraite» et on n'est pas obligé d'être vieux pour prendre sa retraite. On est juste à un moment, on se dit: «C'est suffisant pour ne plus avoir
avoir à me lever le matin avec des charges, pro, sur le dos. Mais ça peut être intéressant. Oui, économiser, c'est bien, mais des fois, ce qui nous anime le plus, c'est le mouvement. Encore une fois, j'aime bien ce terme-là. C'est le mouvement et du coup, c'est un mouvement supplémentaire que tu te donnes. Il est fort, hein, celui-ci, je trouve. Je dis pas que les autres le sont pas, attention. Je dis juste que celui-là, tu t'ouvres plus enfin, c'est presque du mécénat. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est tu offres à tellement plus de monde, d'un coup, que de l'autre côté, c'est plutôt solo, c'est plutôt pour toi. Tu gagnes de l'argent pour toi, certes, on te paye, mais là, finalement, si tu avais pas sur les réseaux sociaux, ta tête pour mettre en avant le produit, on sait pas qui tu es, on pourrait pas le savoir. Sur le site, on te voit parce que je crois qu'il y a deux trois vidéos où tu es en vidéo, mais tu te mets pas forcément tant que ça en avant sur le site, et c'est bien parce que ça monte une prise de recul sur le produit et c'est vraiment pour mettre en avant les autres. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu incarnes, parce que moi, je t'ai trouvé grâce à toi, personnellement, avant de trouver le Club des Solos, et je me suis dit, mais tu incarnes bien la marque, on le voit sur ton réseau, donc les codes couleurs, le jaune, le orange, enfin, très, très, très soleil, très solaire, quelque chose qui donne envie de prendre des vacances, tu vois. Je pense que tu as un peu choisi ces couleurs dans cet esprit-là, j'imagine, ou alors tu aimes les oranges, tout simplement, et le citron. Mais, et tu sur Instagram particulièrement, je crois que LinkedIn aussi, tu utilises les mêmes codes couleurs et cette fois tu te mets en scène. Il y a quelques jours, il y a un post qui m'a fait sourire, sur le fait que, tu mets en avant, alors il faut que je vous le dise, j'ai des retours plutôt, étonnants de mes clients. J'ai adoré ce carrousel où, tu expliques que, bah, ils se plaignent. Alors vous voyez pas les guillemets si vous êtes à l'audio, mais ils se plaignent parce que cette fois ils n'ont plus d'agio à payer, parce que leur banquier les a appelés, parce qu'il y a plus d'agio à payer. C'est assez amusant, c'est de la communication qu'on pourrait voir à la télé pour les Burger King ou des trucs comme ça, tu vois, des trucs un peu décalés mais qui marchent bien, qui tapent bien. Et toi, tu es toujours là derrière. Est-ce que c'est important d'incarner sa marque? Est-ce que c'est important le ton que tu as choisi pour en parler? Est-ce que tu l'as réfléchi ou c'est l'inspiration du moment qui guide ta communication? Donc oui, je pense que c'est important de l'incarner parce qu'en fait, comme moi, je suis moi-même indépendante, en fait, je sais, les problèmes que peuvent rencontrer les différents freelances et je sais à quel point ça peut être dur, à quel point c'est difficile de gagner ses pre de gagner ses premiers euros, d'obtenir ses premières missions et que donc un coup de pouce sur le pouvoir d'achat pour, simplement pouvoir, ça dépend en fait des gens, soit juste que la fin de mois soit moins difficile, soit pouvoir investir, les, centaines d'euros, gagnés, dans de la bourse, on en parlait un petit peu plus tôt, pour, avoir une retraite un peu plus confortable, soit, pouvoir partir en week-end parce que, bon, on économisait, 500, 600, 700 € et on s'offre un beau week-end et donc en fait, comme ça peut être des enfin, tout simplement des problèmes que les gens rencontrent, que moi j'ai pu rencontrer, bah, je me dis que c'est important que quelqu'un comme eux leur parle et donc ça, c'est pour ça que j'ai décidé de beaucoup l'incarner. Je l'incarne effectivement pas trop sur mon site, beaucoup plus sur les réseaux sociaux où j'hésite pas trop à mettre ma tête en avant. C'est un petit exercice ça de mettre son visage, des photos, des vidéos. Les vidéos, c'est vraiment plus dur mais voilà, c'est important. Puis pour ta deuxième partie de question qui était, ma com, oui, c'est un peu l'inspiration du moment. Alors d'ailleurs, c'est pas très bien parce que j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'avance sur mon calendrier éditorial, pour être un petit peu moins dans le rush à chaque fois que je dois poster, mais du coup, je suis pas très régulière. Pas quand je sais pas quoi raconter, je raconte pas et puis et puis c'est pas grave, ça attendra le lendemain ou le surlendemain. Mais globalement, oui, c'est l'inspiration du moment. J'essaye d'alterner entre, partage des bons plans qu'on peut retrouver sur la plateforme pour, à la fois faire de la promotion et puis à la fois montrer qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Aussi parfois des contenus qui sont, purement éducatifs où, j'explique, des choses qui sont moins connues, pas très connues. Par exemple, c'est assez peu connu qu'en tant qu'entrepreneur, on peut avoir, des CESU préfinancés par son entreprise. C'est assez peu connu, en tant qu'entrepreneur qu'on peut, s'offrir à nous-mêmes des chèques vacances et qu'il y a pas de charge sociale dessus. Et donc ça, comme je le sais, comme j'apprends, j'ai tendance à le dire parce que c'est vu que mon vrai sujet, c'est le pouvoir d'achat des indépendants, ça passe à la fois par les promos qu'ils ont grâce au club des solos, mais à la fois par d'autres leviers et ce levier-là, c'est intéressant. Ouais, mais c'est génial. Tu vois, tu délivres une chose, que je trouve hyper intéressante. Tu donnes les types des choses que finalement
ne te font rien gagner. Le fait de pouvoir prendre des chèques vacances alors que tu es ton propre salarié, toi, tu gagnes rien, finalement, personnellement. Par contre, tu donnes l'info. Donc Heu, au minima, si on ne souscrit pas au club des solos, au minima, on doit te suivre. Parce que c'est gratuit. En fait, tu donnes un truc, et tu attends rien en échange. Au pire, un petit merci, ça fait toujours plaisir, un merci, n'hésitez pas. Mais tu donnes un truc, que beaucoup, et j'en connais pas mal d'entrepreneurs qui ne le font pas parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils savent pas, parce que c'est compliqué aussi. En France, on a beaucoup, beaucoup de choses dans tous les sens et tu peux incarner effectivement ça assez facilement. Tu peux, toi, par le temps que tu mets à dénicher dénicher des bonnes offres, des bons produits et ben, avoir des tips que nous, on n'aurait pas et tu vois, bah, là, je vais avec mon entreprise, je vais aller me faire des chèques. Je sais pas comment on fait, mais je vais aller chercher des tu as un tuto, sur tes, Là, sur c'est pas voilà. compliqué, je te l'explique en live. Tu te connectes sur le club des solos. Sur le club des solos, tu as une remise sur ton adhésion à ANCV. Je crois que c'est 50 ou enfin, en tout cas, tu as une bonne remise sur ton adhésion à ANCV. C'est une adhésion que tu prends une fois pour toute la vie et après, une fois que tu as, adhéré à ANCV, tu peux acheter des chèques vacances, pour toi-même. Alors ce qui est important de savoir, c'est que si tu as des salariés, tu dois aussi donner le même montant à tes salariés. Mais quand tu es indépendant, bah, tu pas de salariés, enfin ou tu en as, mais dans ces cas-là, tu mets tout le monde. Mais si tu es tout seul dans ton entreprise, bah, tu prends, bah, l'argent pour toi et en fait, 542 €, je crois que c'est le montant, maximum en 2025 parce que c'est un pourcentage du SMIC qui est Mmh. complètement exonéré de charges sociales C'est et génial, qui vient diminuer ton bénéfice imposable. c'est génial. Et oui, Donc c'est bah, un moyen d'augmenter ton mais c'est incroyable parce que pouvoir 500 d'achat. 500 €, que tu sois en EURL ou en SASU, c'est 800 € de charges sociales. Ouais, c'est ça. Parce que ça coûte, en fait. Ouais, c'est génial. Voilà, Donc donc à apprendre. Merci. Rien que pour ça, il faut venir te voir. Rien que pour ça, il faut y aller. J'adore. Donc un tips hyper intéressant, ça te permet de te payer des vacances, sans te ruiner et puis au contraire en économisant même de l'argent. C'est fou, tu dépenses mais tu économises ouais et puis après tu redépenses sur tes vacances avec des chèques avec vacances des et chèques alors vac là, ah oui, tu la boucle est bouclée et la tu n'en boucle est finis plus. bouclée. Tu es à ça de l'ISF après, attention, hein. Heu, non mais c'est Bah, génial. dis on sait pas combien sera le plafond dans quelques mois. Ouais, mais non, mais voilà, toi donc ouais, sur tes réseaux, on le voit, tu en parles, on voit ton chien justement, tu dans la présentation, tu disais que tu étais maman chien. On le voit effectivement, de temps en temps se mettre en scène, pour parler de ça. Je trouve ça génial, ça donne un côté très humain en fait, en tout cas, on sait à qui on parle. Est-ce que tu as, des outils que tu utilises toi au quotidien? Alors, peut-être pour tes réseaux sociaux, comment tu fais pour t'organiser? Parce que tu es toute seule, ça c'est une masse de travail assez j'imagine énorme. En plus, c'est pas ton travail principal. Tu as d'autres activités, celles qui font gagner de l'argent pour l'instant, qui te prennent, j'imagine, plus de temps que, enfin, peut-être même moins de temps que celles qui t'en fait pas gagner. C'est à toi de me le dire. Est-ce que tu as des outils pour organiser ton temps de travail? Est-ce que tu as des outils pour te simplifier la vie au quotidien, pour éviter d'être sous l'eau en permanence et de plus pouvoir survivre? Alors dans mes outils, d'organisation, mon principal outil, c'est Notion. Ça, j'utilise vraiment beaucoup parce que, bah, c'est assez simple, en fait, comme c'est un carnet illimité, je vois que tu te tournes la tête. Alors je précise, c'est assez simple, moi je me suis formée quand même. J'ai fait une formation sur Notion et je me suis formée pour apprendre à bien l'utiliser. Mais par contre, une fois qu'on sait bien l'utiliser, ça fonctionne de façon assez simple et surtout, c'est accessible sur son ordinateur, c'est accessible sur son téléphone, tout est mis en direct et moi, ça me permet d'avoir, en fait, des notes sur mes différents clients, tout accessible, très facilement et ça m'évite d'avoir, bah, des notes sur un carnet, des notes sur un autre, un Word qui est enregistré ici, un Google Sheet qui est enregistré ailleurs et cetera et donc d'avoir tout, sur Notion, c'est super pratique donc je m'en sers vraiment beaucoup. Après pour ma créa de contenu, Canva, Canva. basique, basique Tu t'es et créé un puis template et tu l'utilises, ouais, je me suis créé allègrement. une marque en fait et du Ils coup appellent ça ça une marque. permet d'avoir nos couleurs tout le temps, toujours nos polices et cetera et c'est plutôt enfin c'est très bien fait, hein.
Oui, et tiens, en parlant de couleurs justement, alors j'en ai parlé tout à l'heure, orange, jaune, tout ça. C'est des couleurs, tu les as choisies parce que tu les aimes bien ou ça a une importance pour toi? Parce qu'on sait que dans la restauration, typiquement, les couleurs, enfin dans les marques en général, la couleur a une importance capitale. On va prendre McDonald's, ah bah, c'est les mêmes couleurs. Mais ouais, c'est rouge, oui, c'est rouge. Mais tu vois, on sait que le rouge, ça donne envie de manger, en fait. Ça te permet de t'arrêter, ça t'interpelle. Nike a fait pareil. Enfin, ils ont toutes les marques ont pensé leur couleur. Est-ce que toi, tu as fait la même chose? Alors, je pense que j'ai dépensé moins en agence de com qu'ont pu le faire, Nike ou McDo. Mais ouais, en fait, moi, ce que je voulais, c'était, j'en ai testé pas mal de choses, hein, de couleurs qui allaient ensemble, mais qui avaient rien à voir. Et j'ai eu des, dans les bleus verts, et cetera, enfin vraiment rien à voir. Et en fait, ce qui m'a plu dans cette association de couleurs, le orange, le blanc, le jaune, c'était vraiment ce côté solaire et ce côté, mais en fait, on est content d'être là. C'est des couleurs qui représentent, bah, le soleil et un peu le bonheur et c'est ce que je voulais représenter. Ouais, effectivement. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est effectivement, c'est à chaque fois que je vais dessus, effectivement, c'est simple. En plus, il est léger, c'est ce que je disais. Il est propre. On voit trop de sites où il y en a partout. Là, au moins, on peut pas se tromper. Il y a 2 produits, enfin, il y a un produit, mais en 2 déclinaisons et que je trouve vraiment très bien. Donc, il faut que le site nous plaise finalement, il faut que les couleurs nous plaisent. Tu as pas fait une étude de marché, très complète dessus, mais bon, ça marche. En tout cas, ça marche bien. D'autres outils ou une routine peut-être? Le matin, tu te lèves, d'abord ta chaussette gauche, ensuite la droite et après tu vas courir? Où il y a pas de morning routine, par exemple? Alors j'ai pas de morning routine dédiée. Maintenant, comme je travaille de chez moi, et je travaille tout le temps de chez moi, un peu beaucoup en ce moment en plus, je c'est important que j'essaie de faire du sport quand même régulièrement. Donc j'essaie le matin, avant de commencer à travailler, je fais du sport, heu, le plus régulièrement possible parce que, bah, sinon je reste, les fesses vissées sur ma chaise de 8:30 à 19:00 et enfin, en termes de santé, on peut pas dire que ce soit génial. Du coup, c'est vraiment important, que je fasse du sport. Donc en termes de routine, j'ai ça. J'ai la balade du chien, on y revient. Mais tous les jours, bah, c'est tout bête, mais de toute façon, lui, il la réclame, hein. Donc bah, voilà, alors on se lève, on va le promener et ça permet d'avancer et puis de rythmer un peu les journées aussi. Oui, bah, évidemment, en plus, ils sont très exigeants, hein, ouais et puis si tu l'oublies, lui, il va pas t'oublier, tu vas voir. Tu auras de quoi faire, après. Hem, tu t'es pas dit alors moi, j'ai discuté avec Delphine, sur, son épisode, qui m'expliquait qu'elle, elle avait choisi dès le départ, avant même de lancer sa structure, d'aller directement en coworking, parce qu'elle ne se sentait pas, dans son travailler de chez elle. Elle voulait avoir, la démarcation, travail, vie personnelle, avoir des collègues, même si c'est pas des collègues réellement à proprement parler comme on l'entend quand on est salarié, et ça t'est jamais passé par la tête de te dire: «Ouais, peut-être que je vais faire du coworking»? Non, pas trop. Enfin, ça me dérange pas du tout, moi, de travailler, toute seule. Bah et puis, en plus, comme j'ai des métiers où je suis beaucoup au téléphone, Ouais. tout le temps, le coworking, c'est clairement pas adapté. Je dérangerais tout le monde tout le temps ou sinon, il faudrait que je sois en coworking, mais dans un bureau fermé et bon, du coup, l'intérêt, il est plus limité. Mais non, je pense qu'en fait, ça dépend vraiment des gens. Moi, je fais partie des gens qui ont quand ils mettent un réveil, ils se lèvent, ils vont travailler et je sais pas exactement de quoi va être fait ma journée, mais globalement, tous les matins entre 8:30 et 9:00, j'ai commencé à travailler et même quand j'ai pas un truc dans mon agenda qui est vraiment dédié et inscrit. Et je sais que j'ai plein d'indépendants avec lesquels je parle qui me disent: «Mais je sais pas comment tu fais». Je serais incapable de me mettre à travailler, chez moi, comme ça, toute seule, si j'ai pas un rendez-vous, un truc comme ça et c'est pour ça qu'ils mettent leurs chaussures et qu'ils vont au coworking. Moi, je garde mes chaussons, mais je vais dans mon bureau.
Ça marche aussi. Non, c'est bien, OK, il y en a pour effectivement, chacun a sa façon de faire. Donc je note, hein, j'ai noté Notion, mais prendre des cours parce que moi je déteste Notion. J'aimerais l'aimer si tu veux, je le dis tout le temps, j'aimerais aimer Notion. Je vois la capacité, de Notion, mais à chaque fois que je fais un truc, c'est affreusement moche et très complexe, une usine à gaz à chaque fois. Donc oui, prendre des cours, j'ai noté. Est-ce que tu te Heu, rappelles de la formation de Shubham Sharma? Ouais, Shubham, ouais, il Elle est est vraiment exceptionnel, hein. très bien faite cette Ouais. formation. Il est, bah, un ambassadeur de la marque, Notion, très, très bon en France, effectivement. Tiens, bah, je le rajouterai dans les notes de l'émission également, pour que tout le monde puisse aller, l'écouter, puis suivre ses conseils qui sont, nombreux et hyper intéressants avec, l'automatisation. D'ailleurs, on en parlait avant, il nous parle d'automatisation très souvent maintenant avec N8N, Make et compagnie, donc des choses hyper intéressantes. Comment tu t'en sors aujourd'hui sur ton activité? Est-ce que tu es, là, ça fait quoi? Ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois que tu l'as lancé? Ouais, juillet, donc Juillet. soit de juillet, août, septembre, de 3 mois et demi. 3 mois et demi. En 3 mois et demi, quels sont les points de frustration que tu as eus, s'il y en a eu, les difficultés que tu as rencontrées et surtout comment tu les as relevées? Parce que j'imagine qu'au début, c'est pas si facile que ça. Bah, au début alors moi, je pense que le plus gros point de frustration, c'est, de quand les gens me disent: «Non, je pense que j'en ai pas besoin». Et parce qu'en fait, je me dis: «Mais comment c'est possible? Je vais faire mes courses, à la caisse, tout le monde paye en carte bleue. Donc ça veut dire que tout le monde paye globalement 5 plus cher que moi. C'est quand même c'est fou. Me dites pas que vous n'en avez pas besoin. Non, enfin, alors peut-être et tant mieux, hein, j'ai envie de dire pour, tous les gens qui ont pas voilà. Mais voilà, donc ça, c'est un petit point de frustration de me dire: «Bah, quand même, c'est fou». Puis bon, après, bah, ce qui est dur et ça, c'est pareil dans tout entrepreneuriat, c'est qu'il faut se faire connaître. Il faut, montrer que le produit est bien, montrer que c'est pas une arnaque et ça, moi, je peux y être un petit peu confrontée parce que, bah, comme je dis, «C'est génial, vous allez payer moins cher, vous pouvez économiser facilement 800 € par an». En 2025, ça crie, c'est ça enfin, ça sent l'arnaque, quoi. Ça fait peur, les gens se disent: «Bah, non, c'est pas possible, et on va scraper mes données bancaires» ou ce genre de choses. C'est enfin, voilà, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je tiens, en fait, à faire l'essai gratuit sans carte bleue. Parce qu'en fait, je me dis ouais, je demande pas la carte bleue, et parce que je me dis: «Bon, en fait, la seule solution pour vaincre ça» et j'entends, enfin, en fait, je l'entends que les gens aient peur parce qu'on est tellement, arnaqués partout, dans tous les sens. On répond à un coup de téléphone, on pense que c'est notre banquier, en fait, c'est quelqu'un qui nous arnaque. Enfin, il y en a tellement que je comprends que les gens aient peur et soient méfiants et ça, bah, c'est un peu une frustration, en fait. Je me dis: «C'est quand même dommage de vivre dans un monde où quand on offre un produit qui leur permet de mieux vivre et enfin de mieux gagner sa vie, mieux vivre, bah, on ait peur à l'arnaque, en fait». Ouais. Et comment on fait? Alors est-ce que tu as réussi à lever cette difficulté-là aujourd'hui Alors, ou c'est encore un pour travail en l'instant, la cours? la meilleure méthode que j'ai trouvée pour ça, c'est la presse. Mmh. Parce qu'en fait, ou ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est de se dire, bah, en fait, je suis pas, quelqu'un qui n'existe pas et qui arnaque les gens. J'ai vraiment rencontré enfin, par exemple, j'ai vraiment rencontré un journaliste, je lui ai vraiment parlé, on a regardé le produit ensemble et donc en fait, le journaliste met un peu son tampon en disant, «Bah, non, je certifie que c'est vraiment un vrai humain qui est derrière tout ça et qui a c'est un vrai produit et que c'est bien» et donc ça, c'est pour l'instant ce qui fonctionne le mieux. Et tant mieux. Et du coup, il y a pas de carte bancaire au départ, mais si je veux acheter, enfin, si je veux prendre une remise, je suis obligé de la payer. Donc du coup, là, à ce moment-là, je sors la CB, je vais sur Stripe et compagnie. Et alors du coup, je réfléchis pendant que tu parles, mais je me dis, il existe maintenant, pour la plupart des banques, la possibilité de créer des cartes virtuelles à usage unique. Ça peut-être, mettre en avant ça ou de choses comme ça auprès des gens s'ils ont peur, Oui et ça 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 peut être une pourrait solution. effectivement d'utiliser, alors moi pour mon abonnement, c'est pas du tout pratique parce que des cartes à usage unique, sinon c'est un peu compliqué sur les renouvellements d'abonnement. Mais par contre effectivement pour payer en ligne, par exemple la carte Carrefour comme, qui est un peu notre fil rouge depuis le début, bah, on peut tout à fait générer une carte virtuelle. Bien sûr. OK, je prends. Bonne idée, je prends. J'ai un ami qui s'est lancé il y a pas très longtemps
à son compte et aujourd'hui, il se rend compte que son travail d'avant, bah, il était très bon, il était exceptionnel dans ce qu'il faisait avant et aujourd'hui, il est dedans et c'est compliqué pour lui parce qu'il est obligé de changer sa façon de travailler, sa façon de voir, hein, de quand tu passes de salarié à entrepreneur, tu as plus les mêmes problématiques. Quand tu es salarié, tu bougonnes tout le temps, tu es jamais content, c'est toujours la faute du patron, c'est normal en même temps, c'est pas toi qui fais et si c'est pas comme toi tu veux, bah, tu critiques et tu critiques, c'est facile de critiquer. Là, il est passé de l'autre côté, ça devient compliqué, donc toutes les frustrations qu'il avait, il se rend compte que finalement, c'est pas si simple que ça à gérer et il se rend compte aussi que trouver ses clients, expliquer à ses clients que, bah, comme tu le dis, c'est pas de l'arnaque ce qu'il fait, c'est hyper compliqué. Il est, tu sais, dans une phase de, «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que j'ai bien fait de tout plaquer pour partir sur autre chose?» Toi, qui as tes 2 activités, est-ce qu'aujourd'hui, tu qu'est-ce que tu pourrais lui dire à mon ami qui s'est lancé, qui aujourd'hui doute un peu de lui alors qu'il a les compétences, il a tout ce qu'il faut et avec ton vécu, ce que tu as déjà, tout ce que tu as affronté, comment tu peux, quels conseils on peut donner à une personne comme lui? Moi, je dirais d'abord ne rien lâcher parce que ça met du temps, et une réputation, en fait, après en tant qu'indépendant, bah, elle met du temps un peu à se créer. Donc première chose, ne rien lâcher, s'entourer, c'est plutôt intéressant. S'entourer, soit que ce soit dans des bootcamps, que ce soit, dans, des réseaux, physiques, hein, ça peut être le cas aussi, et c'est intéressant. Et puis se dire qu'au pire, c'est pas grave. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave et en fait, il sera toujours temps de retrouver un CDI, il sera toujours temps de retrouver un job et puis c'est pas enfin voilà, c'est pas grave. Ouais, effectivement, c'est pas grave, je suis d'accord avec toi. Tu as investi un peu d'argent, mais c'est tout, quoi. Oui, Peu de ton temps. enfin, c'est pas dramatique, quoi. Enfin, Ouais, à part si, la maison, risque, enfin, on risque de perdre souci. la maison et cetera. Là, c'est un autre sujet, mais après, c'est de la gestion de risque. J'ai envie de dire, voilà. Ouais, Mais pour quelqu'un, notamment qui se lance, qui va vendre de la prestation de service, en général, il y a assez peu d'investissement. Enfin, c'est rare de devoir investir, plus de 10 000 €, ben, mmh, voilà, c'est bon, c'est beaucoup d'argent, hein, je dis pas, mais on s'en remet effectivement. et puis c'est pas grave, on retrouvera un travail. Eh ben, écoute, c'est pas grave. Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi et il vaut mieux, essayer que de penser, de le rêver en tout cas. On touche progressivement à la fin de ton épisode et tu le sais, je te l'ai dit puisqu'on écoute les mêmes podcasts, tu sais les prochaines questions qui vont arriver, à toi. Une question que j'aime beaucoup parce que j'expliquais ce matin, j'étais en train d'enregistrer avec une autre personne, et je lui disais que je remplissais ma bibliothèque de tous les livres que les personnes avec qui j'échangeais sur Renacast me donnaient. Alors j'ai beaucoup, beaucoup de livres. Malheureusement, je n'arrive pas à tous les lire. Donc je vais passer à tu as peut-être un abonnement Audible avec une remise, tiens, je regarderai, à des livres, à livres, audio si je peux avoir. Hem, est-ce que toi, tu as un livre qui t'a impacté, pendant ton parcours entrepreneurial, que tu recommanderais, à tes amis, à tes proches, à tous ceux qui veulent se lancer ou qui veulent essayer? Ou même pas forcément professionnels, mais qui ont envie de s'investir plus, quel en serait son nom, l'auteur et pourquoi tu me cites ce livre-là? Alors, je pense qu'en plus, il peut être bien parce que tu peux le lire en une soirée. Le ça, voilà, c'est facile. Je pense que le livre que je vais te citer, c'est, La 25e heure. Je sais pas si tu l'as déjà lu? C'est, ouais, c'est alors les auteurs, je sais plus, mais je crois que c'est 3 amis, qui ont écrit ça. Ils se sont enfermés un week-end pour écrire ce livre-là et en fait, il est super intéressant parce que quand on est, bah, entrepreneur, indépendant, on a un peu toutes les casquettes. On est à la fois, bah, expert de notre métier, mais aussi on doit faire de la communication, on doit faire de la compta, on doit faire du marketing. On fait un petit peu de tout. Bon, peut-être sauf les RH et tant mieux. Mais voilà et donc ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il nous donne en fait des clés d'organisation pour nous dire, bah, OK, par exemple, j'en sais rien, il y en a une des clés, je crois, c'est, chaque matin, quelles sont les 3 priorités? Si les 3 priorités sont faites, c'est bon, la journée est réussie. Le reste, bah, c'est du bonus, tant mieux. Mais se définir ces 3 priorités de la journée ou de la semaine, on va dire et parce que sinon, en fait, on s'en sort pas. Le boulot, il est limité. Donc donc de toute façon, voilà, il faut faire quelque chose, en ce sens.
Ouais, ouais, effectivement, la 25e heure, donc 3 amis, Guillaume Desclères, Baoding et Jérôme Dumont apparemment, qui l'ont écrit. Effectivement, on a très peu de temps d'après ce que je vois donc tu vois, je suis sur la plateforme où j'achète souvent mes livres, il y en a un qui est juste à côté, c'est The One Things, qui est une référence également et ils le mettent côte à côte et ça m'étonne même pas. C'est une invitée qui me l'avait mis donc je trouve ça génial donc allez dévorer ce livre. Je l'ai mis dans mon panier, encore une fois. Je vais l'acheter parce que j'aime quand même le papier, je trouve ça génial, lire l'ouvrage et puis l'annoter. Ce que je disais à Julie Lebaz qui a fait son livre sur le branding personnel. Son livre, c'est J'ai peur, mais j'y vais, tu vois. Et j'ai annoté, j'ai du stabilo partout, j'ai des trucs partout. Et j'ai prêté ce livre-là à un ami. Il me l'a rendu, lui, après, parce qu'il se lit très, très rapidement. Lui aussi a noté, mais il a pris un autre marqueur parce qu'il s'est dit, ah, après, je ne saurais plus lequel j'ai annoté. Donc, en fait, le livre, il est chargé de couleurs maintenant. Il a vécu et ce qui est génial, c'est on a pu échanger sur cette lecture, genre club de lecture. On a pu échanger sur cette lecture, mais on avait une lecture totalement différente des passages parce que lui n'a pas annoté les mêmes choses que moi et c'est marrant parce il a mis des numéros de téléphone parce qu'il était au téléphone, il a noté le numéro de quelqu'un dedans. Enfin bref, ça fait un livre super intéressant, j'aime le papier. Et la 25e heure me paraît hyper intéressant, j'ai déjà plein d'idées pour en parler. Pour info, c'est le cofondateur de Blablacar, de Slip Français et compagnie, donc il y a quand même pas mal de monde qui s'appuie sur ce livre hein, quand même. C'est 300 start-upers qui ont donné leur secret de productivité. Complètement, Euh, ils ont enrichi le livre en fait, il y ouais, a une deuxième version qui est sortie avec, les fameux 300 ouais, start-upers qui ont en donné leurs plus. clés, ouais. Donc allez-y, hein, je vous mettrai les 2 liens de toute façon, vous allez voir, c'est génial. Merci beaucoup, j'adore. Je sais pas, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi, échanger simplement avec toi, simplement te suivre pour tes petits conseils gratuits que tu nous donnes au quotidien? Bah, LinkedIn, je pense que c'est sur LinkedIn que je suis la plus active. Instagram, j'essaye aussi, mais principalement LinkedIn, donc Louise Bruno sur LinkedIn, tout simplement. Et puis Instagram aussi. Donc Instagram, c'est le club des solos, comme ça se prononce. Et puis voilà, donc sur LinkedIn, j'essaie de parler, bah, c'est à la fois des petits conseils, à la fois les bons plans du moment et à la fois un peu de building public où j'explique, bah, où on en est en fait, Ouais. dans la construction du club. OK, bah, ça c'est génial et puis évidemment le site lui-même, hein, leclubdessolos.fr, si on veut, souscrire, à ton produit. Et l'essayer gratuitement. Voilà, on touche à la fin de cet épisode et tu sais, j'ai une dernière question. Tu la connais parce que tu écoutes assidûment Renacast et d'autres podcasts évidemment. Si tu avais la capacité de remonter dans le temps, genre une vingtaine d'années derrière toi, voire peut-être plus loin, je sais pas, à tes 12 ans, 15 ans, 16 ans, et que tu tombais nez à nez en face de la petite Louise et tu pouvais t'asseoir à côté d'elle et lui donner un conseil pour l'avenir, lequel serait-il? Je pense que je lui dirais, si c'était, par exemple la Louise du collège, je lui dirais: «Mais en fait, aie pas peur, vas-y, parce qu'au pire quoi?» En fait, c'est vraiment ça. Au pire quoi? Bon, bah, au pire, tu rates et tu réussis. Enfin, tu réussiras plus tard. Au pire, ce projet-là, ça fonctionne pas et puis, bah, c'est pas dramatique, il y en aura un autre. Donc, hésite pas, aie pas peur et vas-y, fonce. Sur un malentendu, on connaît la suite. On connaît la suite, effectivement, vas-y, n'hésite pas. Sur la main tendue, ça peut passer. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as livré sur cet épisode de Renacast. Je te souhaite une grande réussite pour tes projets, ton projet qui te tient à cœur et qui va, je pense, exploser. Et en tout cas, je le souhaite et je l'espère vraiment parce que si ça peut donner plus de pouvoir d'achat à tout le monde, c'est peut-être le bon moment hein, pour lancer ce projet-là. Donc, du coup, merci. Et puis, je te souhaite bonne continuation. Et puis, on se recroisera peut-être d'ici, je sais pas, 2, 3 ans. Puis, tu m'expliqueras comment tu as explosé au niveau international. Enfin, bref, tout ce Carrément. qui a pu se passer autour du club des solos et autour de toi. Merci encore. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à très vite sur un prochain épisode de Renacast. Ciao. Merci à toi. Merci. Merci. Bye bye. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. A très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.